Alors, l'association, c'est autour de Miro Mécano. J'ai vu aussi sur votre site qu'il y avait les masques Oscar, c'est ça? Ça, c'est des produits qui sont arrivés très très tôt finalement en France. En fait, l'association, on veut dire de la French Touch, c'est ça? Oui. Oui, en fait, on s'intéresse en fait aux produits français, essentiellement vintage. Donc, c'est-à-dire la période originale 1977-87. On a dévié un petit peu sur un livre en faisant un livre sur 40 ans de produits dérivés, mais également français. Donc soit des produits exclusifs français, comme par exemple les magnettes, le gaulois, soit des produits qui sont plus disponibles par ailleurs, mais avec un emballage particulier français. Mais effectivement, notre domaine de prédilection, c'est plutôt effectivement le merchandising français des années 80 et la figurine. Mais on peut dire que c'est le merchandising en général. Et donc les masques Oscar, là, c'est français ça? Ce sont les masques César. César, pardon. Oui, alors effectivement, oui, c'est français et c'est une société très connue parce qu'en fait, ils faisaient des... Bon, je sais plus si elle existe encore. Bon, en tout cas, elle existait encore il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si ça existe toujours. Et mais je pense que ça existe encore. Peut-être que ça existe encore, mais au pire, ça existait encore il y a quelques années, très récemment. Et effectivement, c'est une société très connue parce qu'en fait, ils faisaient à l'époque des masques en plastique, surtout à l'effigie des hommes politiques et des personnages de dessins animés. Et donc oui, effectivement, il y a eu des masques César sur les personnages du film Guerres étoiles, mais on en trouvait également sur les hommes politiques de l'époque, sur les personnages dessins animés comme Maya l'abeille ou comme Albator, etc. D'accord. Et donc au niveau collection, vous vous battez quand vous avez tous les deux? Comment ça se passe quand il y a une nouvelle pièce Bah il a un rafle, hein. Non, enfin. Moi, le vintage, c'est une grosse partie de ma collection, mais je suis aussi dans le moderne. Dans les statues, dans les résines, dans les props taille 1, dans les Black Series, qui sont des figurines de 15 cm, dans la gamme Vintage Collection, qui reprend les critères et puis les emballages des produits d'époque. Donc moi je suis un peu dispersé. Je n'arrive pas à faire un focus sur comme Stéphane puisse le faire. Il me faut plein de choses. Donc c'est souvent, à un moment ça a été tout, et puis maintenant c'est plutôt au coup de cœur parce qu'il y a tellement de produits qui existent et qui sortent tous les mois que bon, c'est quasiment impossible de tout avoir et de pouvoir tout acheter. Mais non, on se bat pas, loin de là, on se donne plutôt quand il y a des bons plans, quand on voit quelque chose qui passe sur des réseaux sociaux, sur eBay, on se contacte, t'as vu il y a ça, est-ce que tu l'as vu ou pas, est-ce que ça t'intéresse ou pas, et voilà. Mais non, c'est plus de la complémentarité que de l'opposition. D'accord. Et c'est vrai que le marketing maintenant c'est de la folie, on peut plus de complétistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution justement du merchandising qui est passé de quelques figurines, les 12 premières, jusqu'à maintenant je sais pas combien de centaines de figurines? Comment vous vivez ça? Alors, je pense qu'il y a eu une période un peu boulimique sur la figurine de 95 avec la réédition, ce qu'on appelle des personnages un peu bodybuildés là, et puis effectivement toutes les années qui ont suivi, je sais pas jusqu'en 2015-2016 où vraiment il y a eu je crois qu'on est à plus de 3000 figurines différentes alors qu'il y en avait 100 à l'époque. Je pense que la figurine ça s'est un peu calmé, mais oui il y a eu une grosse période, je pense que c'est un petit peu en train de se calmer, mais et surtout bon, aux États-Unis en fait ils ont des gammes soutenues en magasin toute l'année, et en fait en France, alors je sais pas si c'est le même problème dans les autres pays européens, mais je suppose que oui, en France on a le même problème qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait il y a des figurines, c'est achalandé à Noël, c'est achalandé une deuxième fois dans l'année, mais il y a très peu de suivi. Alors à l'époque il y en avait, mais c'était pas toujours extraordinaire. Moi je sais qu'il y a des figurines quand j'étais petit que j'ai voulu, que j'ai jamais trouvé en magasin, et donc ou des figurines que je ne voulais pas parce que j'avais déjà je voulais pas un énième personnage humain ou ce genre de choses, et donc et là on en trouvait à profusion, donc une diffusion un peu sporadique. Et en fait dans le moderne en fait c'est un peu ce qui se passe aussi, c'est-à-dire quand on va dans les magasins, bon je citerai pas les marques, mais effectivement on a des acheteurs qui achètent des lots de magasins, qui négocient avec Hasbro ou les licenciés des figurines en début d'année ou une ou deux périodes de l'année. Donc on a une série, deux séries, et puis d'un seul coup on trouve plus rien. Donc je me mets à la place des enfants, effectivement c'est déjà peut-être difficile aujourd'hui de rester dans la figurine parce que bon il y a tellement de tentations avec les jeux vidéo, etc. et tout. Donc le jouet physique c'est peut-être déjà difficile d'y rester, et donc quand en plus on s'aperçoit qu'on a eu 3 personnages et on regarde au dos de l'emballage on en voit 5 autres qu'on peut jamais trouver, donc je pense qu'il y a une certaine frustration, et après bon on change de centre d'intérêt quoi.
c'est vrai sur le problème de continuité en termes de gamme, même si depuis 1 ou 2 ans, travaillant encore pour une grande marque, une grande enseigne du jouet, on arrive justement à essayer d'avoir une continuité de gamme pour pouvoir permettre aux collectionneurs, parce qu'il faut être clair, les jouets Star Wars, c'est pas les enfants qui les achètent, ce sont des adultes qui ont connu Star Wars à l'époque et qui soit ont continué à collectionner, soit comme une Madeleine de Proust, tombent sur un personnage qui va leur rappeler des souvenirs et ils vont retomber à nouveau dans la collection. Mais c'est vrai que le problème ne vient pas forcément des grandes enseignes, mais aussi des distributeurs. Hasbro ayant la licence Star Wars, Hasbro France n'est pas extrêmement très pointu ni très dynamique pour proposer des produits en continuité et des gammes complètes et récurrentes sur ces univers-là, puisqu'ils ont aussi beaucoup de licences. Donc heureusement que maintenant on a le Internet qui est là avec des magasins spécialisés qui puissent permettre justement aux collectionneurs, aussi bien complétistes que non complétistes, de pouvoir récupérer des pièces qu'ils ne vont pas pouvoir trouver physiquement en magasin. Même s'ils souhaiteraient pouvoir les trouver en magasin, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent je préfère venir dans un magasin que d'acheter sur Internet parce que je peux voir la figurine. Je peux la choisir parce qu'avec Internet, l'emballage, la figurine peut arriver un petit peu abîmée, ce qui est problématique avec Amazon à l'heure actuelle depuis pas mal de temps, où les figurines arrivent abîmées, donc repartent directement à Amazon pour un échange. En magasin, ils peuvent prendre le temps de la choisir et de prendre la figurine qui leur convient s'ils veulent la garder fermée ou s'ils veulent la garder ouverte. Après, l'emballage, ils s'en fichent. Mais c'est vrai qu'on a cette barrière avec les fournisseurs qui ne prennent pas vraiment beaucoup de risques et préfèrent jouer sur l'actualité cinématographique. Comme bientôt on va avoir un Batman, donc on va être inondé de produits dérivés Batman à détriment de Star Wars parce qu'il n'y a pas d'actualité. Bon, l'actualité maintenant avec Star Wars se vit plus au cinéma mais à la télévision avec Disney+, avec The Mandalorian qui a vraiment relancé complètement l'envie de collectionner au niveau de Star Wars, parce que ça fait, faut le dire, avec la postlogie qui a été catastrophique et qui a été tellement décriée par quasiment la plupart du fandom Star Wars mondial, a mis un petit goût amer et a, à mon avis, donné envie à pas mal de collectionneurs de mettre la pédale douce sur ces produits-là et puis peut-être d'aller voir ailleurs. Mandalorian a relancé vraiment cette envie-là et ça se ressent en magasin. Des personnages comme Grogu, ça se vend mais tellement facilement. Mandalorian, ils peuvent en sortir différentes versions. Ça se vendra. Là, Aslab avait proposé. Aslab, c'est le laboratoire entre guillemets de Hasbro pour des très très belles pièces, de les vendre sous forme de souscription. Donc ce n'est pas prévu pour le commerce, mais vraiment prévu pour des collectionneurs hardcore avec des objets qui ne pourraient jamais être commercialisés vu la taille et vu le prix. Donc là à l'heure actuelle ils ont sorti le premier projet, ça a été la barge de Jabba, qui est un produit gigantesque qui est pour la taille des figurines 3/4, donc 10 cm. Donc le carton à l'arrivée c'est une banquette 3 places. Le deuxième produit qui arrive là, que j'ai reçu ce matin, donc j'ai de la chance, mais qui arrive incessamment sous peu en France et qui est déjà disponible depuis 2 semaines aux États-Unis, c'est le Razor Crest, justement le vaisseau de Mando. Et ils en ont produit 28 000 et quelques exemplaires. Vous ne le trouverez jamais en magasin, ce sera proposé que par le Aslab. Donc c'est aussi une manière pour le fabricant Hasbro de rester connecté avec les collectionneurs pour savoir ce qui les intéresse, qui peuvent leur plaire et leur proposer des objets vraiment sortant vraiment du commun d'un produit classique qu'on pourrait acheter dans les magasins. D'accord, ouais, fascinant. Alors, revenons en French Touch, donc vous sortez des produits dérivés vous aussi ? Alors, tout à fait, nous sortons des ouvrages en auto-édition sur effectivement les produits dérivés, l'aspect collection, le merchandising, le marketing autour de ces produits des années 80. Mais vous créez des goodies aussi ? Alors oui, effectivement, nous offrons des goodies effectivement à nos fans, on va dire, voilà. Et effectivement, voilà, donc c'est quelque chose qui est très à la mode en fait, les goodies aussi. Ça se voit surtout sur les salons américains.
Ou voilà le swag et bon et en fait on a fait pas mal de choses, on a fait des cartes postales, des belles cartes collector, des pins, voilà c'est voilà des patchs, cartes postales A5, cartes postales A6, des badges de différentes tailles, ça peut aller de 3 cm jusqu'à 7 cm. On essaye d'être créatif et original tout en restant dans justement l'aspect vintage qui est en corrélation avec les livres. On a des exemples si vous voulez voir. Donc cette carte par exemple en fait elle reprend à la fois le logo Miro Mécano sur lequel on a collé en fait dedans donc le lettrage French Touch à la place de Miro et Mécano. Et puis en fait ce visuel, c'est un visuel en fait publicitaire des années 80 utilisé par Mécano à l'époque. Alors qu'il y a un visuel fourni par Kenner, la société américaine, mais voilà, donc on décline en fait ce genre de choses et voilà, comme disait Yann, c'est dans l'esprit années 80. Format de carte postale, un autre format de carte postale mais format A5 pour la promotion du livre en anglais cette fois-ci du mythe publicitaire où on reprend un poster existant déjà de Mécano avec une petite création visuelle d'un Vador en homme sandwich montrant sa pancarte. Sinon après vous savez les badges comme ceci avec des slogans qui étaient déjà utilisés à l'époque, les jouets contre-attaque, donc voilà. C'est vraiment toujours dans l'esprit vintage français et on essaye de les réactualiser, de leur donner un petit côté un peu plus moderne pour la période. Ce qui est également rigolo, c'est que nos produits se trouvent également à être collectionnés du coup. Et oui. Et donc on a quelques collectionneurs. Alors je sais pas si on les connaît tous, mais on connaît par exemple un collectionneur anglais qui a un mausolée avec tous nos produits, que ce soit les flyers, effectivement, enfin le moins de produits qu'on ait fait est sur un mur en vitrine ou sur des petits tableaux en mousse exprès. En anglais, c'est un bel hommage. Alors une dernière question, vos pièces ou votre pièce préférée de votre collection dans le vintage Guerre des Étoiles? Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'en fait... Ou celle qui a une histoire ou... je dirais en fait les pièces que forcément de prédilection ça va être, je dirais plutôt ça va plutôt être les cartes, les blisters Mécano de l'époque que je possède également en version 12 back, c'est-à-dire les cartes rectangulaires d'origine et également les cartes carrées. J'ai toute la série des cartes carrées. Et voilà, c'est plutôt ça les pièces de prédilection. Après, c'est toujours difficile de nommer la pièce de prédilection parce qu'en fait, effectivement, ça peut être la pièce la plus chère, ça peut être la pièce la plus rare, la plus emblématique, celle sur laquelle on a la meilleure histoire pour l'avoir dénichée. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, donc effectivement, mais effectivement, par contre, j'ai aussi de très belles histoires associées à ces pièces, effectivement. Une par exemple par exemple. Bon, je sais pas si c'est ça qui me vient là comme ça, mais effectivement, par exemple, j'ai une pièce qui était la dernière dont j'avais besoin pour mon set de blister en pierre contre-attaque. Alors, c'est pas forcément la figurine la plus rare, mais pour une raison voilà, comme une autre, c'est effectivement sur les 19 cartes, c'est la dernière, c'est celle que j'ai le plus de mal à trouver. Et donc je connaissais un collectionneur australien qui l'avait en sa collection. Je l'avais vu au hasard. Au détour d'une page Facebook, il avait posté quelques blisters et puis avec une vieille photo d'ailleurs d'époque et donc du coup j'avais vu cette carte et je lui ai dit je l'avais contacté, j'avais dit tiens j'ai vu que tu as cette carte, est-ce que tu pourrais voilà si un jour tu la vends moi, ça m'intéresse. Donc il m'avait dit oui ok d'accord je le note ok. Donc voilà, donc j'ai pas cherché à le recontacter. Et un beau jour, 2 ans après, il m'a dit écoute Stéphane, je vais vendre quelques cartes. Tu m'avais dit que tu étais intéressé, donc si tu veux, je te la vends. Et donc du coup, c'était un Australien qui travaillait en Angleterre. Et donc ces blisters étaient chez lui en Australie. Donc sur un retour d'Australie en Angleterre, il a fait une halte par Paris. Et donc il s'est arrêté, il a fait exprès une halte par Paris. Et donc je suis allé chercher à son hôtel, on a mangé dans Paris dans un bon restaurant et puis on a fait la transaction et voilà, donc c'est ce genre d'histoire. C'est une super belle histoire, mais c'est ça aussi la magie de la Guerre des Étoiles, pas Star Wars. Hein. Et toi? Le playset de l'Étoile Noire. C'est déjà pas distribué dans le monde entier. En France, en Angleterre, au Canada, en Australie, et c'est tout. Même pas aux États-Unis. Non. Donc c'est pour ça que les Américains nous envient ce playset. Des heures et des heures de jeu,
d'histoire avec ce playset que j'ai eu quand j'étais petit. Et c'est quoi, c'est du carton juste, c'est ça, non? Du carton avec des attaches pour le fixer en plastique noir et puis une petite tourelle avec un petit cockpit en plastique transparent et 2 canons de X-Wing. Parce qu'il fallait bien aussi recycler certaines pièces. Donc en boîte, les canaux bien sûr, parce que French Touch. Mais non, c'était incroyable. Je me revois encore jouer dans le grenier chez mes parents avec ce playset qui a été largement rentabilisé. Parce que pour l'époque, c'était pas non plus donné pour un playset en carton. Faut quand même le rappeler. Mais non, c'était incroyable. Incroyable et ça reste vraiment le jouet qui m'a le plus marqué. Vraiment. Ok, écoutez, belle histoire, merci beaucoup. On pourra encore parler des heures, mais on va arrêter parce qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent sur le stand. On va filmer un petit peu le stand. Merci beaucoup de votre accueil et à bientôt. Au revoir.